Merci. Voilà, bonjour à tous. Il y a un peu deux problèmes pour moi aujourd'hui. Le premier, c'est que j'ai plus beaucoup de voix. Donc je vais faire en sorte que vous m'entendiez bien et que ma voix ne disparaisse pas pendant les 30 minutes qui sont imparties. La deuxième chose, c'est qu'en fait, comme vous avez pu le comprendre, je suis alors de loin pas un spécialiste de jeux de rôle, puisque j'ai dû faire, je pense, 4 parties dans ma vie. Voilà. Mais quand j'ai été contacté pour faire cette conférence, j'ai dit « Ah, il doit y avoir un peu erreur sur la personne », puisque je n'ai pratiquement jamais fait ça de ma vie. Mais en même temps, la personne qui m'a contacté était suffisamment convaincante pour me dire « Ouais, bah, venez quand même essayer quand même de faire un truc. » Et je me suis dit « Bah, je vais essayer. » Il y a deux choses qui m'ont intéressé, c'est ce dont je veux vous parler aujourd'hui. Il s'avère que donc je dirige un musée qui s'appelle la Maison d'Ailleurs à Yverdon, qui effectivement est souvent appelé le musée de la science-fiction, de l'utopie et des voyages extraordinaires, qui travaille en fait sur la plupart des esthétiques, on va dire, non habituelles, donc les mondes distanciés, imaginaires, etc. Et puis d'autre part, j'enseigne à l'université de Lausanne ce qu'on appelle les théories de la fiction. Et en littérature française, donc je me suis dit, je vais essayer de voir dans quelle mesure je peux faire un truc intéressant avec tout ça, autour des quelques petites réminiscences que j'ai de mon expérience, pas forcément glorieuse, de rôliste éphémère, en l'occurrence à 4 ou 5 jours. Donc soyez indulgents avec moi, et j'espère surtout qu'à la fin de la conférence, on pourra peut-être discuter un peu ensemble autour de ces questions, qui m'intéressent en plus assez fortement parce que j'avais envie de monter une expo en 2018 sur la question du jeu de rôle, en termes de patrimoine d'une part, mais en essayant de trouver une manière de faire que la visite soit une sorte de visite-jeu, en fait, à travers le musée, mais aussi peut-être plus loin la ville, qui serait une expo qui s'appellerait l'expo dont vous êtes le héros. Histoire de faire un truc un peu facile, mais quand même, qui sera assez vrai. Voilà. Donc c'est un peu le début d'une réflexion à laquelle je vous convie, à travers quelques petits schémas. Je me suis dit que j'allais essayer de réfléchir avec ce que je connaissais sur le jeu de rôle. Donc j'ai commencé avec un truc un peu standard. Je me suis dit, bon, dans un jeu de rôle, il y a quoi? Bon, il y a un auteur, on va dire un créateur, celui qui propose le jeu. Je ne parle pas du maître de jeu qui va être plutôt dans une position du narrateur, de celui qui va raconter et mettre en scène les joueurs. Puis après, il y a scénario, univers, qui sont effectivement en général déjà compris dans le jeu. Je pensais par exemple à quelques livres que j'avais pu lire de règles comme les Masques de Cthulhu par exemple. On voit bien que l'univers de Lovecraft est développé, les règles de jeu sont claires, le scénario, on voit un petit peu ce qu'il faut faire, et puis l'idée c'est qu'on a un narrateur qui va devoir métaboliser tout ça, puis être capable de mettre en scène ce même univers et ce même scénario pour des personnages qui vont jouer avec lui. Et c'est pour ça que vous avez un doublon. En général, on ne peut pas vraiment toucher les règles, je suppose en tant que joueur, mais de nouveau ma connaissance est assez limitée du jeu de rôle. Par contre, on peut avoir une petite incidence sur les scénarios et l'univers, c'est ce qui fait qu'il y a un prime entre parenthèses, qui veut dire que ces choses peuvent changer. Puis on a des personnages fictionnels qui sont incarnés par des joueurs. J'avais envie de faire ça parce que pour moi, on m'a posé la question avant, l'humain depuis très très longtemps développe des compétences qui sont des compétences fictionnelles. Finalement, lorsque je lis un roman, j'ai aussi un auteur, j'ai aussi des règles, sauf que ces règles elles sont plus partagées parce que c'est les règles grammaticales. J'ai aussi un scénario et un univers. J'ai aussi un narrateur qui nous parle. Puis j'ai aussi un personnage ou des personnages. Puis j'ai aussi des joueurs, en l'occurrence le lecteur. Et on le sait bien parce que certains personnages de fiction romanesque, on va plus jouer avec eux, autrement dit on va plus éprouver d'émotions en jouant avec eux que dans d'autres romans. Idem pour le cinéma, idem pour la bande dessinée, idem pour le jeu vidéo. Évidemment, chacune de ces formes de la fiction, je vais un peu préciser ce que j'entends par là par après, est un peu spécifique, mais elle amène tout le temps cette idée, qui est une des définitions qu'on donne à la fiction aujourd'hui, d'être ce qu'on appelle une feintise ludique partagée, c'est-à-dire que
En fait, on joue avec un roman comme on joue dans un univers de jeu de rôle, comme on joue avec un film. On joue à faire semblant que, on joue à faire semblant qu'on est Madame Bovary, ou qu'on est un Jedi, ou qu'on est une créature dans un univers féerique, par exemple. Et c'est partagé parce qu'évidemment, à part pathologie grave, on sait qu'on est en train de jouer. On ne se dit pas, je suis effectivement un Jedi. Et si on se dit ça, on est vite rattrapé par la réalité normalement, qui va nous rappeler que malgré toutes nos volontés, nos compétences, c'est pas tout à fait le cas. Mais ce qui m'intéressait dans le jeu de rôle, qu'on peut retrouver en partie dans le jeu vidéo, mais évidemment pas dans la littérature, le cinéma et la bande dessinée, c'est que le joueur ou les joueurs peuvent avoir une incidence plus ou moins importante sur le narrateur, puisque le maître de jeu est censé, de moins dans ma petite connaissance du jeu de rôle, peut être dérouté ou en tout cas doit interagir avec les joueurs et peut évidemment ou doit être capable de pouvoir inventer ou développer une partie de l'univers ou un scénario qui n'était pas forcément contenu au départ. Je ne pense pas dire de grosses bêtises si je dis ça, mais évidemment dans un roman vous ne pouvez pas faire ça, vous ne pouvez pas dire « Ah, je ne veux pas lire cette page, je vais développer un autre univers », vous pouvez mais ça ne sera plus le roman que vous lisez. Alors que dans le jeu de rôle, il me semble qu'il y a cette idée que l'univers est un peu plus extensif et qu'il y a quelque chose d'un peu circulaire. Il y a quelque chose d'un peu circulaire où les joueurs participent à l'acte de narration, tout comme finalement le narrateur doit anticiper les actes du jeu. Ça m'intéressait parce que justement cette forme-là, cette espèce de circularité, ou en tout cas cette espèce de processus, disons, rétroactif, est quelque chose qu'on ne retrouve pas dans toutes les formes fictionnelles. Ce qui n'empêche que le fond est à peu près le même. Alors je vais essayer de réfléchir à partir de là. Bon, j'ai pris des trucs que je connaissais, vous m'en voulez pas. Mais j'ai vu que c'était un peu maintenant un peu has-been, mais en même temps, bon, moi je me dirige à un musée, c'est toujours un peu has-been. J'ai essayé de réfléchir à la chose suivante par rapport à la vie humaine. En fait, concrètement, ce qu'on fait le plus au quotidien, indépendamment du jeu ou des jeux auxquels on joue, c'est qu'on raconte sa vie. On raconte sa vie puisque vous racontez d'où vous venez, ce que vous allez faire ce soir, demain, la semaine prochaine. Et puis tous ces récits qui articulent des événements, des intentions, des volontés et des émotions, depuis l'âge de 2-3 ans, enfin du moment où vous arrivez à parler jusqu'à votre mort, c'est quelque chose que vous allez faire vis-à-vis de vous-même, mais aussi vis-à-vis d'autrui. Finalement, tous ces récits ne sont pas forcément des fictions. Quand on a 15 ans puis qu'on se dit plus tard j'aimerais faire ceci ou cela, on est peut-être plus proche du régime fictionnel parce qu'on ne sait pas très bien ce qui va nous arriver. Mais lorsqu'on va dire ce qu'on va faire ce soir, ça va, on n'est pas dans un régime fictionnel. Donc je me suis dit, prenons un truc de base, l'être humain, là, en fait il est confronté à un truc très bizarre que les psychanalystes appellent le réel et qui n'a pas de forme. Autrement dire, on ne sait pas trop quoi faire dans la vie. Il y a un machin comme ça qui se passe et on ne sait pas quoi faire avec ça. Alors ce que l'être humain a fait depuis très longtemps, c'est qu'il a créé ce qu'on appelle des médiations symboliques. C'est-à-dire qu'il a créé des manières d'interagir avec ce réel. La manière la plus simple, vous la connaissez, c'est le langage. Mais il y en a d'autres, les modèles mathématiques, les modèles physiques, les modèles scientifiques, la peinture, l'art, etc. sont des médiations qui permettent de percevoir, d'approcher, d'appréhender quelque chose d'un peu bizarre qui serait le réel. Si je vous demandais par exemple comment arriver à décrire de manière précise une émotion, type la peur, la colère, l'amour, etc., vous seriez bien embêté de le faire sans recourir à des médiations symboliques, c'est-à-dire sans recourir à un modèle qui vous paraît relativement signifiant pour exprimer ce que vous ressentez, ce que vous éprouvez comme émotion. C'est pour ça que la plupart des êtres humains normalement constitués, s'ils ont le choix, en qualifiant l'amour entre une décharge de neurotransmetteurs et un truc mystique, ils préfèrent le truc mystique. Parce que la question, c'est pas de savoir si c'est vrai, la question c'est quelle est la médiation symbolique qui permet de se rapporter de la manière la plus intéressante au réel, pour soi. Alors quand on parle de planètes très lointaines, on s'en fiche parce qu'on n'a pas de lien affectif avec. C'est pour ça que le peuple américain a demandé à la NASA d'arrêter de leur parler du taux de méthane sur les planètes, mais qu'ils les avertissent quand il y aurait éventuellement une vie qui aurait été découverte. Parce que tant qu'il n'y a pas d'affect,
bon, la modélisation mathématique va très bien, mais dès qu'on parle de la vie humaine, la modélisation mathématique, en général, elle n'intéresse personne. Et peut-être tant mieux. Donc l'humain, il est là-dedans. Il est pris dans le réel, essaie d'imaginer ce qui se passe dans la tête d'un enfant quand il a 6 mois. Pas grand-chose, mais lui, il est bien dans le réel. Et les parents lui apprennent à créer des médiations symboliques, le langage, pour pouvoir décrire ce réel qui peut être très très agressif. Et qu'on a tous éprouvé par-ci par-là, quand on vit quelque chose qui nous déstabilise complètement, puis avec lequel on ne sait pas quoi faire. L'exemple le plus connu, c'est la première rupture amoureuse, vous vous rappelez. Et ben ça, c'est l'irruption du réel. Qu'est-ce qu'il faut faire? Alors on passe notre temps à raconter ou à boire de l'alcool. C'est aussi une médiation symbolique. Mais là, voilà une bonne expérience de l'irruption du réel. D'autre part, je reviendrai ici après, d'autre part, ces médiations symboliques, le langage, la peinture, etc., permettent de les utiliser dans d'autres cadres. Mais un autre cadre, c'est l'imaginaire. C'est-à-dire que le langage qu'on utilise pour décrire le monde peut être aussi utilisé pour décrire des fictions linguistiques, donc de la littérature. La capacité à pouvoir faire de la photo, par exemple au XIXe siècle, c'est très vite accompagné de la capacité à inventer des photos animées avec le début du cinéma à la fin du XIXe, et l'idée de pouvoir construire des fictions, c'est-à-dire non pas le réel, mais quelque chose d'autre qui s'appuie néanmoins sur les mêmes médiations. Et c'est donc pas étonnant aussi que la plupart du temps, la fiction a toujours été, ou toujours eu une espèce on a toujours un peu douté de cette question-là, dans quelle mesure est-ce qu'on prenait ça, et pour les gamers par exemple, dans quelle mesure on croit que ça, c'est ça. C'est pour ça qu'on a toujours, oui, les joueurs de jeux vidéo, mais je pense que pour les rôlistes ça a sûrement été ça, ils pensent que l'imaginaire, le risque c'est que l'imaginaire se substitue au réel. On confond la réalité et la fiction, c'est évidemment assez compréhensible puisque les médiations symboliques sont les mêmes. Mais Madame Bovary, parce que j'aime beaucoup ce roman, disait déjà qu'à force de lire des romans d'amour, on pouvait penser que l'amour qu'on lisait dans les romans était l'amour réel. Et c'est pour ça que Madame Bovary se suicide dans le roman. C'est bien pour montrer qu'en fait, il faut faire un peu gaffe. L'imaginaire, c'est effectivement quelque chose qui s'appuie sur la même, si vous voulez, le même matériau que celui qu'on utilise au quotidien. Et puis, les rares fois où on confond les deux, c'est plutôt de la pathologie de Don Quichotte à Madame Bovary, en passant pour les articles aujourd'hui qui parlent de l'addiction aux jeux vidéo. Il s'avère que, comme on a les mêmes médiations, on a deux types de mouvements. Et je crois qu'il y a quelqu'un qui va parler de ça à un moment ou à un autre. On a un mouvement qu'on appelle réflexif, c'est-à-dire au moment où l'imaginaire dialogue avec le réel. C'est souvent ce qu'on a donné par exemple comme rôle à l'art. L'art a pour vocation d'éclairer quelque chose de particulier du réel. On voit la condition humaine différemment dans le maniérisme, dans le surréalisme, etc. On n'est pas dans un truc qui est l'art pour l'art, donc qui est déconnecté du réel. On est dans quelque chose qui est clair, de manière évidemment différente, ça veut dire de manière originale, qui éclaire le réel. On comprend mieux l'inconscient humain en regardant les tableaux de Dali qu'en lisant les ouvrages de Freud. Voilà. Puis il y a une deuxième partie sur laquelle je ne m'arrêterai pas, qui a un champ d'analyse à mon sens intéressant, c'est ce qu'on appelle l'autoréflexivité, autrement dit lorsque l'imaginaire parle non plus du réel, mais de l'imaginaire. Alors on sait que dans les jeux vidéo, il y a de plus en plus de jeux vidéo par exemple, que je connais un peu mieux que le jeu de rôle, qui font un jeu vidéo qui parle du jeu vidéo, tout comme il y a des romans qui sont des romans qui parlent du roman, il y a des films qui parlent du cinéma, etc. Il y a sûrement des jeux de rôle qui parlent du jeu de rôle. Même moi ça je ne connais pas. Alors ces deux mouvements se comprennent parce qu'évidemment on va utiliser les mêmes médiations, donc ça dépend à quel niveau on se situe. Alors pourquoi j'ai mis au centre de ce schéma vie humaine égale vie narrative? C'est que le problème qu'on a oublié quand on est adulte, c'est que chaque soir quand on va se coucher et chaque matin lorsqu'on se réveille, pendant quelques heures, on a un peu disparu à soi-même. Et la question qu'on peut se poser à n'importe qui, c'est comment vous pouvez démontrer que le matin, quand vous vous levez, c'est toujours vous. Il y a un film qui joue avec ça, qui est le film Dark City, pour ceux qui connaissent. Voilà, en gros, comment vous savez qu'après 7 heures, vous avez disparu de votre conscience, le matin, c'est encore vous? Parce que l'être humain va faire quelque chose avec ses médiations symboliques, en particulier en s'appuyant sur la mémoire, mais aussi sur le langage, c'est qu'il va tisser les jours entre eux, il va les tresser. Et donc, il va créer ce qu'on appelle l'identité, qui est en l'occurrence une articulation d'événements au cours du temps.
On va mettre des événements, il y a 2 jours j'ai fait ça, puis il y a une année j'ai fait ça, puis on n'a pas besoin de le dire parce qu'on le sait, puis ça va forger notre identité, et c'est pour ça que dès qu'on doit raconter notre caractère, notre identité, on va souvent plonger plus ou moins loin pour raconter comment on s'est développé pour en arriver où on en est. On ne va pas dire que chaque soir quand on se couche, on commence à angoisser parce qu'on n'est pas sûr que ça sera nous le matin. Pourtant on devrait un peu angoisser, mais il s'avère que les seuls qui devraient peut-être angoisser sont les nouveau-nés, mais comme ils n'ont pas de langage, à mon avis, ils ont beaucoup d'autres problèmes à angoisser avant ça. Mais l'identité se crée évidemment à travers le langage, et un peu plus loin, elle se crée à travers la narration, c'est la capacité à raconter sa vie. Comment posséder ou détenir une identité si on est incapable de raconter sa vie? Vous avez ce énorme problème d'ailleurs, qui est un problème qui vous montre bien la question du narratif, c'est pour les gens qui ont la maladie d'Alzheimer, qui sont plus capables de raconter leur vie et qui ont une sorte d'identité qui se dissout complètement dans le temps, puisqu'ils n'arrivent plus à connecter leur personne avec leur passé ou voir les gens qui les entourent. Donc c'est pas toujours juste marrant, Des fois c'est plutôt assez problématique. L'amnésie, Alzheimer, etc. montrent bien que la vie humaine, l'identité humaine, elle est d'abord narrative, avant d'être d'autres types de composants. C'est aussi ce qui change beaucoup entre le langage articulé des humains et le langage a priori non articulé des animaux qui semblent ne pas avoir d'identité spécifique ou singulière, contrairement à l'humanité. J'ai pris cette photo parce que j'ai trouvé sur le net, j'ai trouvé ça marrant, qui serait un peu cette idée où le réel, c'est une vue évidemment subjective, le réel c'est quelque chose qui est une sorte de bruit de fond comme ça, et l'humain passe son temps à combler ou à mettre dans ce réel des événements. Ici on pourrait raconter une micro-histoire avec le type qui se dirige vers la bouche d'égout ouverte, c'est quelque chose qui est déjà lié à une histoire, donc déjà à une médiation symbolique. On va supposer, je pense que vous serez tous d'accord avec moi, que ce type va tomber dans ce trou. Pourtant, on n'en sait strictement rien. Mais on est déjà capable de créer un micro-scénario là-dessus, qui évidemment n'existerait pas si on n'avait pas eu la feuille qui dessinerait sur cette image un aveugle apparemment et une bouche d'égout ouverte. Pour revenir à ce que je disais, là c'est plutôt par rapport aux théories de la fiction. Donc comme je vous le disais, l'idée que le réel est un peu vide, c'est un non-sens si vous voulez, au sens qu'il n'y a pas de sens dans le réel. C'est quelque chose qui a été pas mal théorisé par 2 philosophes, ou un psychanalyste qui est Lacan, et un philosophe qui s'appelle Ricoeur, qui dit, voilà, là c'est un truc où il n'y a rien. On l'appelle le réel, mais on ne sait pas trop ce que c'est ce truc. Pourquoi? Parce que vous savez, le réel, il est toujours lié à un point de vue, le nôtre. Ces points de vue, vous ne pouvez pas abstraire votre point de vue du réel, vous ne pouvez pas savoir ce que c'est, comme le rappelait Kant par exemple, quel est le bruit que fait un arbre qui tombe dans la forêt si on ne l'entend pas. En fait, la seule réponse valable, c'est on n'en sait rien. Parce que dès que vous ne dites pas ça, vous supposez quelque chose qui dépend déjà de votre point de vue, puisque vous savez le bruit que fait un arbre qui tombe dans une forêt, vous. Donc ça, c'est un peu cette idée, le réel, c'est ce qu'on appellerait le non-sens. C'est pas la réalité dans laquelle on vit, c'est quelque chose d'un peu plus profond. L'humain étant confronté à ça, il doit trouver des médiations symboliques, et une de ces médiations symboliques, c'est la fiction. La fiction, qui provient d'un mot grec qui est la mimésis, qui est l'acte d'imitation, une manière d'imiter des choses. Le langage imite le réel, la peinture imite le réel, le jeu vidéo imite le réel. Après, la question c'est qu'est-ce qui est imité? On n'est pas obligé d'imiter le réel dans sa platitude, on peut aussi imiter le réel différemment, on peut rajouter plus de couleurs, plus de choses, etc. Mais c'est cet acte-là d'imitation qu'on appelle la fiction. Donc on n'est pas dans le vrai faux, on est dans la capacité à articuler des événements au cours du temps. Et puis ça, c'est ce qu'on appelle la fiction. Un mot qui est peut-être plus connu comme traduction de la mimésis, et qui n'a pas la connotation péjorative de la fiction, c'est la mise en intrigue. La mise en intrigue, c'est une bonne traduction de la mimésis. Du moment où vous faites une mise en intrigue, vous êtes dans la fiction. Et la mise en intrigue, c'est pas forcément un roman policier. C'est du moment où vous mettez un but autre, quand vous dites je vais faire mes études pour être ingénieur, par exemple. Je ne sais pas pourquoi je dis ça, peut-être parce que je suis au PFL. Vous êtes dans une mise en intrigue. Pourquoi? Parce que vous ne savez pas tout ce qui va arriver entre le moment où vous avez imaginé être ingénieur et la fin de vos études, ou l'accès même au métier. Il y a une tension, votre mise en intrigue elle est tendue vers un point d'aboutissement, tout comme dans un récit policier, ou comme dans n'importe quel récit,
je rencontre une femme, mise en intrigue, va-t-elle tomber amoureuse de moi? Je rencontre un criminel dans un film, mise en intrigue, vais-je être capable de savoir qui l'a tué? Donc l'être humain passe son temps à se rapporter au réel, qui n'a pas de sens, à travers ces médiations ou ces fictions. Et puis, deux autres philosophes, Aristote qui est un peu plus connu, ou Jean-Marie Schaeffer, qui en fait se disent, bon, ça va un peu plus loin que ça, la question c'est, à quoi ça sert tout ça? En gros, à quoi ça sert de faire des fictions, finalement, si c'est juste pour comprendre le réel, bon. Et c'est de dire, mais en fait, c'est pas juste comprendre le réel, c'est que le réel, comme il n'a pas de sens, il n'est pas intelligible, ou la vie humaine n'est pas intelligible. On ne peut pas savoir, on ne peut pas se comprendre, ou comprendre qui on est, sans ces fictions. Alors, autant Aristote que Schaeffer ont développé toutes des théories intéressantes qui montrent que l'idée de l'identité narrative, hein, cette idée qu'il faut raconter notre vie pour qu'on puisse avoir une identité, c'est pas juste pour faire joli, ou parce qu'on est plongé dans un monde un peu obscur. C'est aussi parce que sans ça, sans cette narration, en fait, vous n'avez pas de sens possible. Puisque la narration, la mise en intrigue, elle est toujours tendue vers un but extérieur, par définition. Et du moment où vous avez un but extérieur, vous avez ce qu'on appelle du sens. Hein, c'est ce que les Grecs appelaient le télos, hein, l'endroit où on va. Et l'idée d'une vie humaine, vous le savez, puisque les sociétés humaines sont très fortes à créer des identités narratives. On le voit bien en période de tension politique, par exemple. Hein, puisque les buts, les sens qui sont attribués à tel parti, tel mouvement, telle idéologie, sont des micro-récits ou des récits qu'on donne et dans lesquels les citoyens se reconnaissent ou au contraire se reconnaissent pas. Idem pour les religions, idem pour les mythologies antiques, etc. On est toujours dans une mise en intrigue, dans une articulation d'événements qui est tendue vers un but. Et ce but, on appelle le sens. Autrement dit, pour résumer, puis après je reviendrai au jeu de rôle, autrement dit, la vie n'est humaine qu'à condition d'une part d'être narrative, de pouvoir être racontée, d'autre part, grâce à cette idée de pouvoir être racontée, elle peut devenir intelligible. On peut savoir si j'ai été dans la bonne direction ou pas, on fait un peu un check-up avec soi-même de temps en temps. Et puis surtout, elle trouve du sens. Elle trouve du sens, c'est pour ça que faire des enfants est la meilleure manière de faire du sens. Parce que comme ils passent leur temps à partir à l'extérieur, ils passent leur temps à obliger les parents à aller suivre. Et puis hop, c'est pratique, ça dure longtemps. Et c'est une bonne manière de créer du sens. C'est pas comme si vous voulez acheter une maison. Vous avez votre maison, vous avez votre maison. Hein, voilà. Il faut trouver un autre sens. C'est une autre direction. Voilà. Et c'est cette idée. Ce qui est intéressant, mais je ne vais pas développer ça, c'est qu'au XXe siècle, il y a plusieurs mouvements qui ont commencé à contester, plutôt à réfléchir de cette manière-là, en disant, par exemple, il y a un scientifique des années 60 qui s'appelle Heisenberg, qui est assez connu pour avoir pas mal révolutionné la physique du XXe siècle, qui disait le grand problème de l'humanité, c'est qu'elle est entourée en permanence d'elle-même. Regardez autour de vous, dites-moi ce qui n'est pas humain autour de vous. Autrement dit, il n'y a plus d'extériorité. Hein, il n'y a plus d'extériorité, l'être humain passe son temps à se regarder le nombril. Il voit ce qu'il est capable de faire, de créer, de construire, de fabriquer. Les quelques arbres qui restent sont laissés là, ils ne sont pas là parce que c'est la nature un peu, on imagine, ils sont un peu laissés pour faire naturel. Idem, vous savez que les agriculteurs suisses ne sont pas considérés comme des paysans, mais comme des aménageurs du territoire. Il faut donner l'impression que la nature, c'est la nature. Et c'est pour ça qu'ils sont des fonctionnaires de l'État, à 70% de leur salaire. Donc ouais, ça c'est un truc qui a été... Tiens, c'est bizarre, au XXe siècle, ce qui résiste, ce qui permet donc de créer du sens, semble disparaître gentiment. Semble disparaître gentiment. Autrement dit, on est entouré de nous-mêmes. Et puis depuis les années 80, on a appelé ça, d'un nom un peu barbare, on a appelé ça la postmodernité. C'est-à-dire que, tout est possible. Il n'y a plus des médiations, il n'y a plus des grandes fictions qui vont aider les gens. Et quand vous êtes dans un monde qui est structuré par un récit, par exemple, religieux, ce qui est très pratique, c'est que vous avez un sens très clair. C'est pour ça que le sens dans la religion est toujours après la mort. Ça évite de l'atteindre avant. Et donc de s'embêter pour la suite. Donc on a une structure qui est assez compréhensible. Mais la disparition de ça, donc la dimension laïque des sociétés occidentales, a fait que soudainement, le sens, on peut le trouver partout. Alors il y a des gens, on retrouve des mouvements un peu bizarres, comme le post-New Age, où on va parler aux arbres, tout ça. C'est toujours des créations de sens. Donc ce truc-là, c'est pas dire, ok, on raconte nos vies. C'est qu'on pourrait pas faire autrement que de raconter nos vies. Et pour raconter nos vies, c'est-à-dire que pour notre identité se construise, on est obligé
de créer du sens. Le sens, il peut venir par en haut, ça c'est ce qu'on appelle les méta-récits, les religions, les grands mouvements politiques, etc. Ou alors il vient plus par en haut, et puis il est créé, en gros, chaque individu crée son propre sens, c'est un peu le supermarché du sens, et on voit pulluler un nombre de mouvements qui créent un petit peu du sens, par-ci, par-là. Pourquoi je voulais revenir au jeu de rôle? Parce que je trouvais qu'il y avait un truc intéressant dans le jeu de rôle, au-delà de cette image, qui est là plutôt pour illustrer le PowerPoint, mais qui a quand même un petit lien, c'est qu'évidemment, depuis, d'aussi loin qu'on se rappelle, l'être humain, du moins en tout cas du moment où on l'appelle être humain, d'une part raconte des histoires. On sait que les mythes antiques étaient principalement oralisés, c'est-à-dire en fait ils se propageaient plutôt par l'oral. Homère n'a pas écrit l'Odyssée, hein, on sait que ça a été écrit sur une période d'environ 500 ans, donc soit Homère a vécu 500 ans, soit on a plutôt un récit qui s'est constitué par plein de personnes qui racontaient ces histoires au fil du temps. C'est aussi pour ça que vous avez 28 versions de chaque mythe grec, parce qu'évidemment chaque fois c'était réapproprié. Et j'aime bien cette idée de réapproprier, hein, ça faisait du sens dans une communauté, puis c'était propagé, etc. Et c'est que récemment, en l'occurrence depuis le XVIIe, XVIIIe siècle, qu'on a commencé à fixer les choses, et puis dire, bah non, ce qu'a écrit Flaubert, c'est ce qu'a écrit Flaubert. Il ne faut pas se réapproprier le truc, c'est ça, et puis c'est pas autre chose. La notion de plagiat aurait été un peu problématique dans l'Antiquité. Donc si je reviens pour le jeu de rôle, je trouve assez drôle de réfléchir à la question d'une fiction cybernétique. Alors pas cybernétique dans le sens informatique du terme, mais cybernétique dans le sens où, lorsque la cybernétique est une science qui s'est un modèle scientifique qui s'est développé dans les années 50, développé par un type qui s'appelle Norbert Wiener, avait cette idée que les systèmes d'information, d'où le fait qu'on parle souvent d'informatique, mais c'est à la base des systèmes d'information, n'étaient pas des systèmes linéaires, on cumule l'information seulement, mais étaient des systèmes qui étaient basés sur ce qu'on appelle des boucles rétroactives, c'est-à-dire que lorsqu'une nouvelle information arrive, elle va être capable de repenser l'ensemble du système, pour faire simple. Autrement dit, si je devais prendre un exemple un peu plus simple pour la vie humaine, vous êtes convaincu que vous avez cette identité-là parce que vous avez votre bon récit bien stable qui vous dit voilà qui je suis, et puis vous le savez, dans la vie, on rencontre pas mal de gens qui viennent ébranler ce système-là. Hein, c'est ce qui permet l'introspection et qui permet de repenser différemment sa vie pour avoir une nouvelle orientation, qui n'est pas forcément gigantesque, qui peut être toute petite, hein, mais cette idée du système informationnel comme un système cybernétique qui est intéressant puisque les systèmes cybernétiques sont aussi des systèmes qui, le mot cybernétique provient d'un mot grec qui veut dire le gouvernail, hein, la manière d'avancer quelque part. C'est quelque chose qui donne une direction. Alors si je résume par rapport au jeu de rôle, ce que je trouve intéressant, c'est qu'on a un narrateur, donc le maître de jeu, et des joueurs. Je ne parle pas de tout le mobilier jeu de rôle. Et ce faisant, on retrouve une structure qui est très proche finalement de toutes les autres fictions. Qu'est-ce qui est cybernétique ou rétroactif, si vous préférez? C'est cette idée qu'il y a une sorte de circularité, ou une circulation plutôt, entre les différentes instances qui sont indiquées ici. Le joueur peut avoir une incidence sur le narrateur, à moins que vous ayez, parce que je pense que ça arrive, des maîtres de jeu totalitaires, par exemple. Hein. On pourrait supposer que le maître de jeu totalitaire, qui à mon avis peut-être serait pas content, sauf si le but du jeu c'est d'être totalitaire, viendrait couper la réciprocité, ne serait pas du tout influencé par les joueurs, je ne sais pas si c'est possible. Mais dans la mesure où ça serait possible, on pourrait soit pas trouver ça très marrant, ou alors adorer ça parce que justement on a une sorte de responsabilité réduite en tant que joueur. Mais les quelques rares expériences que j'ai pu avoir, c'était plutôt la circularité qui était intéressante, de pouvoir atteindre des endroits qui n'avaient pas été décidés que par une personne, mais qui pouvaient être plutôt liés à une sorte de consensus en fait dans la capacité à jouer. Mais dans ce processus entre joueur et narrateur, et c'était le but des quelques slides qui précèdent, en fait il y a beaucoup de choses. Il y a quand même l'idée de cette idée réelle imaginaire. On a besoin du réel puisque les comportements que vous allez avoir dans les jeux de rôle doivent quand même être compréhensibles par autrui et doivent aussi s'inspirer, je suppose, d'une certaine forme de vraisemblance. J'ai par exemple jamais aimé la fantasy, je ne comprends pas qu'on puisse aimer ça, désolé, mais parce que pour moi c'est un peu un réel déguisé, on rajoute un peu des gros bourrins et des magiciennes et des paladins et puis on est content. Mais je ne comprends pas ça dans ma propre économie émotionnelle, ce qui n'est évidemment pas le cas pour tout le monde, parce que pour moi ce lien-là, dans la fantasy, il est un peu trop évident. Voilà. Au sens que c'est trop du réel. C'est trop réel.
faut aller sauver de la princesse, tout ça pour moi c'est du réel. Il y a des univers que je préfère émotionnellement, comme la science-fiction par exemple, qui est évidemment détestée par d'autres, parce que je trouve que le lien est un peu plus complexe, mais c'est mon propre avis, évidemment. Pourquoi? Parce que dans ce lien-là, qui va permettre de créer des fictions, hein, dans ce lien-là, il y a quelque chose de l'ordre de l'intelligibilité. C'est-à-dire en fait, la fiction va avoir pour effet d'instaurer une capacité à pouvoir donner du sens aux choses ou à pouvoir mettre en forme les événements. Et c'est comme par hasard quelque chose qu'on va récupérer sur soi. Je m'explique. Vous avez déjà remarqué à quel point la plupart des films hollywoodiens qui sortent aujourd'hui, mais je pense que c'est le cas pour aussi beaucoup d'autres formes de fiction, et sûrement autant le jeu vidéo, mais peut-être aussi le jeu de rôle, c'est le retour à l'épopée. L'épopée, c'est le retour à la quête, qui a été enterrée au 19e siècle. Hein. On a fait 2000 ans de quête, on s'est dit bon, c'est bon, les quêtes, on a compris, ça marche pas. Et donc, on a un peu abandonné la quête, ou l'épopée avec l'apparition du roman réaliste au début du 19e siècle. Et puis il y a un retour depuis les années 50-60, c'est pas étonnant que le jeu de rôle apparaisse dans les années 70 d'ailleurs, en tout cas pour Donjons et Dragons. Il y a un retour à l'épopée. Voilà, bon. Puis l'épopée, c'est vrai, vous vous dirigez vers, à plusieurs si possible, vers une quête qui est représentée par des boss de fin de niveau dans les jeux vidéo des années 80, et puis qui est représentée par d'autres choses, je pense, dans des jeux de rôle contemporains. Bah, cette idée-là de la quête, c'est une certaine façon de rendre sa vie intelligible. Mais c'est pas la seule, on pourrait très bien refuser la quête. Et peut-être d'ailleurs que les gens qui considèrent mal le jeu de rôle ou qui ont de la peine à rentrer dans le jeu de rôle ne sont pas des gens qui sont hermétiques à la question du jeu de rôle, mais c'est des gens qui sont hermétiques avec le fait que dans cette médiation symbolique qui s'appelle la quête, qui est développée par des fictions, blockbusters, jeux vidéo, etc., eh ben, je retire rien pour rendre ma vie intelligible. Ça me sert à rien de mon quotidien. J'ai pas besoin de cette émotion. En fait. Je préfère avoir d'autres types d'émotions qui peuvent être mélancoliques, tristes, dépressives, ou au contraire joyeuses, faciles et comiques. Mais je cherche pas la quête. C'est pas, je sens pas que ma vie est une quête vers. Je sens ma vie autrement. Parce qu'on est d'abord dans un rapport émotionnel ici, évidemment. Hein. La fiction a d'abord trait à l'émotion avant d'avoir trait à l'intellect. Donc pour revenir à ça, je me disais, tiens, c'est drôle. On a des joueurs, un narrateur, de manière très large, aux antipodes, disons, du jeu de rôle. Et puis, est-ce que ce processus-là n'est pas un processus qui mériterait d'être creusé, dans le sens où je ne sais pas si ça l'a été, mais je pense que oui, mais quand j'ai préparé la conférence, je me suis dit ça, pour voir d'une part, quels étaient les modèles, au sens large, de fiction qui étaient proposés par le jeu de rôle. Je ne parle pas des titres, mais des modèles de fiction. Est-ce qu'on a une grande partie d'épique, d'épopée ou pas? Est-ce qu'il y a des jeux de rôle déceptifs? Alors, à part Lovecraft, mais vous voyez, même s'il faut rester s'il faut être le dernier à être fou, c'est déjà une quête. C'est un peu le problème de la quête. C'est dès que vous mettez un objectif qui n'est pas contenu au départ, vous êtes déjà dans la quête. S'il faut rester, c'est un peu comme Space Invaders, quoi. Si vous voulez faire 10 points de plus, c'est déjà une quête que celui qui a perdu, même si vous savez que vous allez perdre. Mais déceptif dans le sens où par rapport à ce qui est annoncé, c'est pas du tout ce qu'on obtient. Hein. Ce genre de choses serait intéressante. Est-ce qu'on a un modèle linéaire, type épique, ou est-ce qu'il y a des modèles alternatifs? Ça, j'en sais strictement rien. D'autre part, ça serait de voir comment ces modèles vont avoir évidemment une conséquence ou une implication sur la manière dont on raconte sa vie. Ça, c'est quelque chose qui me paraît intéressant. Au modèle de jeu de rôle, par exemple, va correspondre des modèles de la manière de raconter sa vie. C'est pas étonnant que depuis les années 80, enfin 70-80, donc depuis l'apparition massive des blockbusters qui sont quand même, je vous rappelle, consommés par des millions de personnes, et du jeu vidéo qui est aussi consommé par des millions de personnes, on a un retour massif de l'épique qui fait qu'on a quand même, dans notre manière de voir la vie, des rapports, vous voyez, dans la société libérale européenne, la compétition, écraser l'autre, tout ça c'est bien épique, pour atteindre un objectif devant soi. Hein, c'est que les modèles fictionnels ne sont pas juste des trucs marrants pour se divertir, mais ça correspond comme par hasard à des modèles qui sont des modèles sociaux. On peut penser à tout ce qui est MMO dans le jeu vidéo, où l'idée de maîtriser un ensemble de compétences diverses est comme par hasard assez proche de la structure économique du monde, puisqu'aujourd'hui on demande à un employé de maîtriser des compétences diverses. On n'est pas dans le jeu de loi du 19e siècle qui était très linéaire. Mon père est boulanger, je serai boulanger. Aujourd'hui, vous savez que la vie part dans tous les sens. Alors il y a peut-être un rapport assez drôle à trouver entre les fictions, les modèles fictionnels,
et des structures plus larges, socio-économiques par exemple. Donc il y a, à mon avis, deux choses qui me sembleraient ici intéressantes, ou ce qui m'a paru intéressant en réfléchissant à ça, c'est comment le jeu de rôle, quels sont les liens que le jeu de rôle établit avec le monde socio-économique, non pas comme une sorte de forme de jeu pur, vous voyez, un peu pouf, voilà. Mais est-ce qu'il y a un lien particulier, vu qu'on ne crée jamais ex nihilo, on crée toujours dans un contexte. Il n'est pas étonnant, par exemple, que le roman réaliste apparaisse au moment où on commence à mesurer les crânes de tout le monde au XIXe siècle, hein, donc ce qu'on appelle la mathésis, le fait de tout mathématiser, et comme par hasard, on a du roman qui casse complètement tout l'imaginaire fantasmatique du XVIIIe ou XVIIe siècle, et qui vient à une sorte de lecture du monde social, tout comme on commence à lire l'humain avec des règles, etc., au XIXe. Comment le jeu de rôle dans les années 70 s'inscrit dans un tel mouvement idéologique, pas au niveau politique, mais idéologique, hein, qu'est-ce qui est reflété, ce qui permettrait de pouvoir aussi réfléchir à comment le jeu de rôle est capable de réinventer ce modèle-là, parce qu'évidemment, du moment où vous pouvez refléter un modèle, vous pouvez aussi le réinventer. Hein. Est-ce qu'il est possible, tout comme l'art l'a fait, de réinventer une manière de considérer l'humain à travers le jeu de rôle, et laquelle? Et ça, il n'y a que les gens qui jouent au jeu de rôle qui sont compétents pour le dire. Et puis il y a un deuxième point, qui est le point de vue anthropologique, donc plus socio-économique que anthropologique, c'est quels sont les modèles sur la vie humaine qui sont donnés par le jeu de rôle. J'étais assez surpris quand je donne des cours à l'EPFL, en particulier sur le jeu vidéo, et je suis assez surpris de voir qu'il y a beaucoup de gamers qui jouent au MMO pour se détendre, mais qui cherchent des formes de jeu qui sont beaucoup plus élaborées que ça. Hein, ils disent ouais, c'est sympa de faire une petite quête ensemble là, mais on cherche des choses bizarres, dans des jeux bizarres, qui viennent en fait remettre en cause la manière qu'on a de considérer le jeu vidéo. Je me disais, il doit y avoir aussi, je suppose dans le monde du jeu de rôle, ce genre d'expérience-là. Comment embêter le jeu de rôle lui-même, parce que c'est dans cette capacité à l'embêter, tout comme le roman a embêté le roman, le cinéma a embêté le cinéma, comment Stanley Parable embête World of Warcraft par exemple, et peut-être que dans cette chose-là, il y a quelque chose de profondément intéressant en termes anthropologiques, c'est-à-dire en termes et narratifs, mais aussi en termes de création du sens. C'est-à-dire en gros comment je trouve du sens. Si je passe mon temps à suivre des quêtes, il y a de fortes chances que dans ma vie, j'ai une vision un petit peu épique des choses. Hein, en gros, succès ou échec, de manière un peu presque manichéenne. Mais si je vois ma vie autrement que de manière épique, alors il y a d'autres modèles qui apparaissent, ou d'autres issues, pas mieux ou moins bien, mais d'autres issues. La question c'est quelles seraient ces choses-là, hein, qu'est-ce qui est produit par la question du jeu vidéo pour ces réflexions-là. Voilà, je vais arrêter là avec une citation justement de Schaeffer qui dit la fiction, mais vous pouvez évidemment avoir cette chose-là pour le jeu vidéo, le jeu de rôle. La fiction permet de vivre une autre vie dans un autre monde afin de réinventer le monde et soi-même. Et j'espère qu'au terme de ces quelques mots un peu rapides, il y a quelques questions et qu'en tout cas mon propos n'a pas été trop obscur. Voilà, je vous remercie de votre attention. C'est un jeu vidéo. C'est un jeu vidéo qui fait... Alors, Stanley Parable. C'est un jeu vidéo indépendant qui récupère une figure un peu bizarre qu'on appelle la métalepse. C'est-à-dire qu'en fait, le héros, dans un jeu vidéo, est censé obéir à votre contrôle, quand même. Hein, c'est vous qui décidez s'il faut aller à gauche, à droite, tout ça. Dans Stanley Parable, le personnage que vous incarnez passe son temps à résister à ce que vous lui demandez de faire. Donc en fait, à un moment, vous en avez un peu marre de ce personnage que vous incarnez, qui passe son temps à dire « Bon, il faut aller à gauche, puis non, je veux pas du tout aller à gauche. » Et vous dites « Mais comment ça, tu veux pas aller à gauche ?» C'est ce genre de... Il remet en cause l'idée que l'avatar est une prolongation de soi, puisqu'il empêche la fluidité du mouvement. Il va jouer avec le code, un des codes centraux du jeu vidéo, c'est que l'avatar que vous incarnez va pas se rebeller contre vous. Tout comme Agatha Christie avait fait ça en disant, quand on lit un roman policier, celui qui raconte l'histoire, c'est jamais le criminel. Mais elle avait fait ça avec le meurtre de Roger Ackroyd. Il remet en cause un code qui est « je ne vais pas vous obéir ». C'est ça qui sera intéressant de voir, c'est les jeux de rôle. Mais ça, il n'y a que les rôlistes, ceux qui connaissent les codes, qui peuvent savoir ça. Dans quelle mesure on va jouer avec les codes. Et évidemment, le joueur n'est pas forcément au courant. Parce que si le joueur est au courant, tout le monde est au courant, ça devient presque un peu comique.
Quand on joue avec les codes et que tout le monde est au courant, c'est des films parodiques. Ça fait marrer. Merci, on a encore le temps pour une question. Vous avez parlé du concept de la quête, mais le mythe de Pygmalion, c'est un peu la même chose. Alors, la dimension épique est quelque chose qui provient de l'Antiquité, en tout cas. C'est-à-dire qu'effectivement, les grandes épopées grecques, par exemple, l'épopée provient de là. Mais il y a une petite différence quand même assez importante, qui va culminer aussi après avec les quêtes au Moyen-Âge, Chevalier de la Table Ronde, etc. C'est qu'en fait, les héros grecs, ou plutôt les récits épiques grecs ou moyenâgeux, sont des récits qui vont d'abord exemplifier des valeurs, si vous voulez. Le héros incarne des valeurs. Au Moyen-Âge, la quête, elle se réalise. Pourquoi? Parce que le héros est particulièrement proche de Dieu. Et qu'en fait, il va accomplir en gros la destinée humaine telle qu'elle est voulue par Dieu. Et puis il y a 1 milliard d'embûches entre cette réalisation, etc. Et puis la question, c'est va-t-il y arriver ou pas? La quête grecque ou épique, c'est aussi la même chose. Ulysse part de la guerre de Troie pour rentrer. Donc il y a un peu cette exemplification d'une valeur qui est transcendante, qui est pas donc, qui est toujours liée à quelque chose d'autre. Et le récit épique, il va exemplifier ça, si on veut bien. Le lecteur sait très bien que Ulysse n'a pas existé. Il n'y a qu'au XXe siècle qu'on s'est dit on va aller refaire le voyage d'Ulysse, tout ça. Que le récit est une création. Mais il va lire ou il va décoder ça autrement. Il y a un très bon livre, si ça vous intéresse, qui s'appelle « Les Grecs croyaient-ils à leur mythe ?» Puisqu'il s'avère qu'on pas tant que ça, en fait. Ils avaient bien compris que c'était des mythes, donc des récits imaginés, mais qui montrent ce qu'ils lisaient, ce qu'ils étaient capables de lire. Donc, au Moyen-Âge, idem. La question des récits épiques contemporains, c'est d'une part, ce qui est bizarre, c'est que l'épopée a chuté au 19e. On a pensé qu'elle était morte, c'était un peu l'âge enfant de l'humanité, si vous voulez. C'est les enfants qui ont besoin de mythes ou de quêtes. L'adulte, il n'a plus besoin dans une civilisation scientifique. Mais l'univers, est-ce qu'il a une quête? Non, c'est aléatoire, donc il n'y a pas... Si l'évolution est aléatoire, l'univers est aléatoire, pourquoi il faut une quête? Ça n'est absurde dans la manière de penser. Et le retour aux dimensions, au récit épique dans les années 60-70 est quelque chose d'assez particulier parce qu'il y a plus de valeur transcendante. Et puis, c'est en porte-à-faux avec l'idéologie, on va dire, ou les idéologies principales du monde dans lequel on vit. Et c'est pour ça que souvent on calibre ça à l'âge de l'adolescence. Et comme par hasard, la bande dessinée, les récits épiques, science-fiction, fantasy, le jeu vidéo et le jeu de rôle, c'est plutôt pour les ados. C'est pas étonnant, c'est le dernier moment où on a le droit d'être épique, je parle bien sûr du discours médiatique. Après, l'adulte ne devrait plus avoir ça. Et ça, je pense que ça change petit à petit. Ça a changé pour la BD, ça n'a pas encore changé pour le jeu vidéo, à mon avis. Ça n'a pas encore complètement changé, et là je parle bien au niveau social ou médiatique, pour le jeu de rôle. Pensez au manga par exemple, s'il y a bien un truc qui est considéré pour ados en Europe, c'est bien le manga, alors que c'est évidemment pas le cas au Japon, à part pour les mangas pour ados. Peut-être justement pour répondre à votre question sur est-ce qu'il y a des jeux de rôle qui challengent la structure même habituelle et qui sortent de l'épopée? Oui, il y en a. Ah, je pense. Il y a énormément de jeux de rôle maintenant sans meneur de jeu, donc on enlevé tout ce côté directionnel. Et aussi qui ne sont plus dans la game, mais sont plus dans la tranche de vie, dans les instants d'émotion. Et il y a des jeux qui plaisent plus à des vieux adultes qu'à des ados. Donc ils sont là, ils existent, ils vendent moins, mais ils sont là. À part ça, c'est juste que j'ai aucun titre, mais ça me paraissait difficile à imaginer qu'en 50 ans et quelques de jeux de rôle, il n'y ait pas ça. Mais j'en connaissais pas, a priori. Je suis pas convaincu que ce soit ultra connu en dehors des cercles de rôlistes. Et je pense que c'est une des choses intéressantes et importantes à faire pour les gens qui aiment le jeu de rôle ou qui aiment la fiction en général, parce qu'il n'y a pas besoin d'être exclusif, c'est d'être capable de pouvoir parler de ce genre de choses-là aussi. Mais c'est très compliqué parce que médiatiquement, c'est quand même plus marrant de voir un type déguisé en urukai, par exemple, que de voir un jeu de rôle peut-être plus complexe ou plus intellectuel. Tout comme il est plus intéressant de voir des types en train de se fighter sur League of Legends plutôt que de jouer à Stanley Parable. Il y a un problème aussi dans est-ce qu'on accepte que c'est fiction? Donc ces structures émotionnelles, en fait, quelque part, soient plus complexes que ce à quoi on pourrait les réduire. Aujourd'hui, ce qui a vraiment le droit de citer dans les médias comme intellectuel, c'est la littérature, pas toute la littérature, mais la littérature, le cinéma, pas tout le cinéma, mais le cinéma. Puis après, ça commence déjà un peu en termes de fiction à décliner.
Il y a le jeu de société, vous imaginez bien que... Voilà. Le jeu de rôle, idem. Jeu vidéo, peut-être un tout petit peu, ça change, parce qu'il y a quand même des gros lobbies derrière. Et puis la BD, jusqu'aux années 50, peut-être Tintin, comme ça commence. Mais après, pour toute la BD contemporaine, plus tellement. Mais évidemment, c'est des rites qui évoluent avec le temps. Mais qu'on doit faire... Enfin, je pense que les gens doivent faire connaître aussi. Merci pour ces réponses et merci pour la Merci à présentation vous. encore une fois.